On reste en Orient cette fois-ci. La parole à mon collègue Jean-Noël Robert du Collège de France, qui est un spécialiste, entre autres, du bouddhisme et qui nous parlera de l'éveil de la nature dans le bouddhisme sino-japonais, comment plantes et pierres deviennent Bouddha. C'est Pierre au pluriel, ce n'est pas le prénom. Je remercie d'abord les organisateurs de ce colloque et comme on dirait en japonais, la personnalité de vénération principale, Philippe Descola, qui ont fait preuve d'une grande sagesse en mettant le mot nature au pluriel dans l'intitulé du programme, soumettant ainsi dès le départ le terme même à la réflexion critique. Excusez-moi, je devrais d'abord mettre le... Donc, soumettant le terme même à la réflexion critique, pour ne pas dire à la perplexité de tous ceux qui devront l'utiliser. Cette perplexité, on l'imaginera facilement, ne fait que s'accroître à mesure que l'on s'éloigne du centre intellectuel qui a vu l'apparition du mot et du concept, tels que nous les manions à présent, même avec toutes les précautions d'usage qui ont déjà commencé de s'exprimer, comme on le voit, et dans les nuances des titres aussi des communications de ces 2 jours. Ce centre de diffusion, c'est bien sûr la tradition culturelle européenne. Nous venons d'avoir un très brillant aperçu de l'origine complexe de la notion de physis, de natura, et l'aventure du mot nature ne fait que commencer lorsque son sens se fixe en Europe, à peu près dans l'acception la plus commune. À ce propos, je voudrais signaler, pour ceux que cela intéresse et qui le connaissent déjà, deux publications relativement récentes et le sous-titre « Dictionnaire des intraduisibles » de Barbara Cassin, où il y a un article nature, dit assez bien la difficulté qui se présente. C'est alors qu'il commence à se répandre donc, dans le monde, et dès la fin du XIXe siècle. Et nous assistons, pour la nature comme pour une quantité d'autres concepts, à l'inéluctable uniformisation à travers les cultures contemporaines qui est masquée par la diversité des vocabulaires. Si bien qu'à présent, que nous prononcions nature, nature, etc., selon tous les accents possibles et les variations, somme toute insignifiantes des différentes langues européennes, ou que nous entendions le mot chinois, comme vient de le préciser le professeur Lloyd, Zhejian, qui est censé le traduire dans toutes ses variantes extrêmement orientales que je donne ici en chinois, japonais, coréen et vietnamien. C'est à peu près le sens occidental qui s'exprime uniformément sous la diversité linguistique. Nous retrouvons dans le terme Zhejian, plus facile à prononcer en japonais shizen, et ses composés l'essentiel de ce qui s'est transmis avec la science occidentale à partir du XIXe siècle. Encore une fois, il se vérifie que nous disons la plupart du temps la même chose, et l'on peut se demander à quoi sert la diversité des langues. Il suffit naturellement, si j'ose dire, de remonter aux âges précédant la translation du savoir européen pour s'apercevoir de ce que nous pouvions imaginer sans que l'on nous le dise, à savoir que cette trompeuse unanimité de vocabulaire disparaît. Nous voyons ainsi que ce terme si commun, si naturel dans le vocabulaire actuel de tout l'Extrême-Orient sinisé, existe bel et bien, il a déjà été rappelé, mais dans un sens qui ne se superpose que très partiellement à son usage moderne. Et il faut rendre hommage au redoutable savoir-faire des intellectuels japonais de l'époque Meiji, qui, lorsqu'il fallut en quelques années transmettre dans la sphère culturelle sino-japonaise l'essentiel du savoir scientifique occidental, surent mettre au point un nouveau vocabulaire en s'efforçant tout d'abord de puiser dans le lexique ancien des termes qui pouvaient correspondre partiellement aux nouveaux concepts qu'il fallait acclimater. L'on voit d'ailleurs par la richesse de cette néologie, ça ne concerne pas seulement la nature, c'est aussi des termes comme économie, littérature, etc., que la richesse de cette néologie et les développements qu'elle suscita dans la réflexion des différents pays qui l'utilisèrent, combien la création lexicale intelligente est plus fructueuse que le simple emprunt. Lorsque l'on voit, par exemple, une expression telle qu'en japonais « shizen no kenri », qui est assez débattue en ce moment, donc dans le sens tout à fait occidental de les droits de la nature, parfaitement insérée dans un vocabulaire
sino-japonais d'apparence si traditionnelle, voire immémoriale, il est difficile d'imaginer qu'il y a à peine un siècle et demi, elle n'aurait eu aucun sens pour un lecteur cultivé. Ou plutôt, les sens qu'il aurait imaginés alors auraient été très loin de l'actuel. Peut-être ça aurait pu signifier quelque chose comme la richesse et les bienfaits venus spontanément, acquis spontanément, sans rien faire. Il convient donc de revenir un peu en détail sur l'histoire des termes avant d'examiner les représentations mentales qu'ils désignent. Ma collègue et amie Anne Chang devant parler demain de ces questions, j'en évoquerai ici que le minimum nécessaire pour que nous puissions nous engager dans les chemins japonais que je voudrais suivre. Le terme sino-japonais, donc, qui désigne actuellement la nature dans son acception commune européenne et mondiale d'univers extérieur opposable à l'humain et à sa culture, la nature aussi dans son côté franchement inhumain, l'immense restaurant qu'évoquait Woody Allen, a une riche histoire antérieure dans la pensée chinoise et japonaise. Mais on relèvera d'abord qu'il ne signifie pratiquement jamais dans son terme usuel la nature comme substantif. Il s'emploie avant tout comme une locution, shizen, n'est-ce pas, à valeur d'adjectif ou d'adverbe, un peu comme dans la chanson « Act Naturally » des Beatles. La grammaire chinoise, de façon éloquente, distingue deux grandes catégories de mots, les vides et les pleins, distinction qui est très pratique pour nous. Les deux termes du composé shizen ont le plus souvent fonction de mots vides, le premier signifiant soit soi-même, de soi-même, etc. Le second, zen, jan en chinois, pouvant être tenu pour un équivalent du verbe être, mais qui est surtout employé en composé comme une sorte de particule formant des adverbes, un peu comme le suffixe français ment. On le trouve le plus souvent employé dans des expressions signifiant être ainsi de soi-même ou bien spontanément, naturellement, naturel, voire parfois le naturel. Bien évidemment, c'est dans l'un des plus grands textes de l'Antiquité chinoise que l'on trouve les premières et plus marquantes mentions de ce terme. Il s'agit du Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu, qui peut être daté n'importe quand entre 600 et 200 avant Jésus-Christ. Mais je donne ici une citation du 25e chapitre qui est très bien attestée dans ces différentes versions, même les plus anciennes, celles qu'on a trouvées relativement récemment dans des fouilles archéologiques. Nous avons ici ce passage très connu, et dont j'adopte la version commune. L'homme se règle sur la terre se règle sur le ciel se règle sur la voie se règle sur ce qui lui est propre, sur ce qu'elle est en elle-même, sur... Évidemment, si on traduit ici nature, ce serait un contresens. Il suffit de voir la variété des traductions qui ont été faites de ce terme dans ce passage pour voir que ça ne va pas tout seul. Il est intéressant de constater que ce terme de shizen, de nature, est souvent associé, bien que pas chez Lao Tse lui-même, avec un autre terme fondamental, mais dans la suite de la tradition, celui de wu wei, de le non-agir, et dans un autre composé du sens wu wei zhejan, n'est-ce pas, mui shizen en japonais, c'est-à-dire le sans agir et sans action et spontanément en sa propre spontanéité, pour ainsi dire. Et c'est donc ce terme moderne désigne ici une modalité d'être. Mais pourquoi nous attarder sur ces considérations un peu trop chinoises pour une communication placée sous le signe du bouddhisme ? C'est que tous les termes que nous avons énumérés, fondamentalement et profondément chinois, ont été aussi repris dans le bouddhisme chinois qui a commencé à se diffuser sous forme de traduction entre le IIe et IVe siècle après Jésus-Christ. Et puis, enfin, bien sûr, ça a continué après, mais les bases se sont fondées à ce moment-là. La voie, cela va sans dire, le terme de voie, Tao, n'est-ce pas, qui signifie aussi l'éveil dans le bouddhisme, et le terme Wu Wei que nous venons de voir, donc le non-agir, a d'abord été utilisé pour traduire deux termes indiens. Tout d'abord, le nirvana, sur lequel je n'insisterai pas, et on comprend pourquoi, dont l'extinction est un terme, un état, certes indescriptible, mais dont on peut dire qu'il est tout au-delà de toute action et de tout agir.
On a ensuite estimé que ce terme fondamental du bouddhisme était trop gauchi en étant ainsi traduit par non-agir, sans doute en raison de la trop forte connotation taoïste du terme, et Wu Wei a repris du service pour traduire un autre mot sanskrit qui est la samskrita, que l'on traduit le plus souvent en français par l'inconditionné, c'est-à-dire un état absolu, éternel, qui ne dépend que de soi et est parfaitement au-delà de la loi inexorable de notre monde. La loi naturelle, précisément, qui est, cette loi de notre monde, l'enchaînement des causes et conditions, ce qu'on appelle aussi la production conditionnée, qui est conditionnée par nos actes, le karma, n'est-ce pas, comme on dit dans les films américains. Donc, prononcé au Japon jinen dans un contexte bouddhique, parce que le japonais fait très clairement la différence entre le shizen, nature actuelle, et le shizen bouddhique, qui est alors prononcé jinen, je n'insiste pas là-dessus. Ce terme prend parfois une idée qui est aussi polémique. Il désigne des hétérodoxes indiens non bouddhiques qui récusent la loi de la causalité. Donc, c'est-à-dire une sorte d'athéisme, en quelque sorte, de non-bouddhisme. Et ici, le mot jinen rend le sanskrit svabhava, que l'on peut traduire par nature propre. Et nous y reviendrons tout à l'heure, avant que Han Chang n'en parle demain. Il me faut encore m'appesantir sur le vocabulaire, au risque de lasser un auditoire déjà très indulgent, pour attirer l'attention sur un composé remarquable où se rejoignent les idées chinoises et indiennes. Il s'agit de ce terme que je prononce à la japonaise parce qu'il est plus facile de le prononcer ainsi, jinen honi, où le sens du premier terme, jinen, est renforcé par le second, honi, qui est lui purement bouddhique. Bien que l'on dise le plus souvent que honi traduit le substantif sanskrit dharmata, j'y reviendrai, on remarquera que sa forme, enfin pour ceux qui connaissent le chinois classique, que sa forme est celle d'une locution adjectivale ou adverbiale, tout comme jinen. Le premier terme du binôme honi, le ho, donc fa en chinois, est le plus fondamental du vocabulaire bouddhique. Il signifie loi en chinois, et c'est la traduction normale du sanskrit dharma. Le terme est grammaticalement fort proche, le terme honi, de son équivalent dans le mot jizen. Il sert aussi à former les locutions inverbiales. Dans ce cas-ci, comme dans l'autre, nous n'avons pas un substantif à proprement parler, dans la mesure où ces termes de substantif, etc., puissent s'appliquer à la langue chinoise, mais plutôt à une locution décrivant un mode d'être, l'être de soi-même pour le premier, l'être en loi, LOI, pour le second. Mais que veut bien signifier cette expression? Comme on le sait, le terme sanskrit bouddhique dharma, que les Chinois ont traduit par loi, et je fais remarquer en passant que dans les civilisations périphériques chinoises, c'est pas, les Sogdiens, les Ouïghours, les Mongols, le terme qui a été adopté pour traduire ce mot dharma, c'est de façon assez surprenante, un emprunt grec à la langue grecque qui est nomos, justement. C'est pas donc on voit que, si je peux dire, tout se rejoint. Donc ce terme traduit donc par loi par les Chinois a deux grands sens. Il provient d'une racine sanskrite dir qui signifie tenir, maintenir, soutenir, qui est d'ailleurs relié au latin firmamen, firmus, n'est-ce pas? Il désigne d'une part la loi naturelle qui soutient le monde, la loi morale qui guide la conduite des êtres dans le monde, et donc la doctrine même du Bouddha, et d'autre part, lorsqu'il est utilisé le plus souvent au pluriel, et en chinois il y a un moyen d'indiquer que le terme est au pluriel, il désigne aussi, donc en second lieu, les composants phénoménaux qui constituent notre monde. C'est pourquoi certains spécialistes de la pensée bouddhique, et non des moindres, n'ont pas hésité à le traduire tout bonnement par les choses. C'est un équivalent très convenable, mais qui peut nous induire en erreur si l'on oublie que dans le bouddhisme, les choses sont précisément des conditionnés, des composés, donc, d'une partie matérielle, encore que le mot que je traduis ici par matériel est trompeur, et d'une partie mentale. C'est-à-dire que de même que la forme est l'objet de la vue, le son l'objet de l'ouïe, etc., les choses, les dharmas, sont l'objet de la conscience qui constitue un sixième sens dans le bouddhisme, exactement à l'instar des autres sens. Pour les bouddhistes, la conscience est aussi réelle que la vue, l'odorat, l'ouïe.
Et donc, c'est pour ça que je préfère traduire moi-même les dharmas par les entités comme objet de la conscience. C'est ce statut noétique, pardon, pas poétique, mais on va voir que c'est poétique aussi, du dharma qui explique le sens du terme honi, venant dans le bouddhisme renforcer celui de Jinen. L'être en loi est comme l'être en soi, à la fois conforme à la dynamique naturelle de notre monde phénoménal et le dépassant pour arriver à un état de libération qui peut être identifié au nirvana. Mais on comprend mieux le lien qui peut être établi entre les composants phénoménaux de notre monde et leur dépassement, dans la mesure où ce dépassement implique la compréhension de leur mécanisme, leur production conditionnée, qui est l'essentiel de la loi. Il nous faut présenter encore un dernier terme avant d'accéder à notre point principal. J'ai esquissé il y a quelques années l'intrigante histoire d'un développement important des doctrines bouddhiques lors de leur passage de l'Inde à la Chine, développement rendu presque inévitable par la différence des deux langues concernées, le sanskrit et le chinois. Le sanskrit connaît en effet les mêmes procédés grammaticaux que le latin ou le grec pour former un substantif abstrait à partir d'un adjectif. L'équivalent du T français abstractif, n'est-ce pas, liberté, égalité, fraternité, est ta, comme l'on voit ici. Ce qui fait que l'abstractif de dharma sera la dharmata, qui est féminin aussi. Et ce qui fait aussi que le dharma est dharma. La dharmata, c'est l'essence du dharma, en quelque sorte, et qui fait que les phénomènes sont les phénomènes. Et l'au-delà du phénomène pouvant être tenu pour l'essence. J'emploie ces mots approximativement, bien sûr, dans le vocabulaire européen. Les dharmas sont soutenus par le dharma parce que les deux se fondent dans la dharmata. Mais le chinois est une langue analytique et ne connaît pas de procédé de suffixation ou de préfixation similaire aux langues synthétiques ou même agglutinantes comme les langues indo-européennes ou le turc, etc. De plus, les mots de la langue ancienne chinoise sont le plus souvent monosyllabiques, c'est-à-dire, j'emploie ces termes avec précaution bien sûr, mais ça nous suffira ici. Ce qui fait que les nombreux composés en binôme, trinôme ou quadrinôme sont le plus souvent analysables caractère par caractère. Là où les Indiens utilisaient un mot composé d'une racine et d'un suffixe, les Chinois avaient recours à un mot composé de deux mots pleins. Pour traduire dharmata, ils créèrent le binôme que je vous donne ici, hosho en japonais, faxing, nature de loi, où nous voyons apparaître un autre terme pour nature, xing, qui correspond, dont a parlé aussi le professeur Lloyd, et dont parlera demain plus en profondeur Han Chang, je crois, qui correspond cette fois, au moins pour le sens, puisqu'il est relié à un mot chinois, sheng, qui signifie le plus souvent naître ou vivre, au terme latin natura. Je parlerai ici plutôt de ce caractère dans le sens de ce mot, dans le sens de caractère, donc non directement de la nature comme milieu naturel. Nous allons voir cependant que nous arriverons à cette conception par le pouvoir d'un suffixe sanskrit transformé en mot de sens plein. Nous avons compris que la nature des choses, correctement perçue à travers les pratiques menant à la compréhension, à l'éveil, était la nature de loi, l'essence même du monde, la dharmata. Alors qu'en sanskrit, le suffixe est par définition secondaire, en chinois, le second terme du composé, le déterminé, n'est-ce pas, déterminant, déterminé, est premier dans son sens. C'est le terme le plus important du composé. C'est l'inverse de ce que liberté, quand on dit liberté, le suffixe T ne nous apporte peu, n'est-ce pas? Alors que pour le chinois, c'est le mot loi devient un attribut, un simple attribut au mot nature, qui est le second terme, le plus important. Jamais on ne pourra abréger le mot sanskrit dharmata en ta, pas plus qu'on pourrait abréger liberté en t, n'est-ce pas? Alors que l'on peut très bien, dans le cours d'une démonstration dans un traité chinois, abréger faxing, nature de loi, en xing, nature. Il existe encore un terme aussi important dans le bouddhisme, c'est le troisième ici, de même formation, qui est la nature de Bouddha, Fōshing, Hosho en japonais, c'est-à-dire la capacité qu'ont les êtres animés de devenir Bouddha. Disons pour résumer que le bouddhisme sino-japonais est arrivé à la conclusion que tous les êtres étaient pourvus de la nature de Bouddha et pouvaient donc accéder à l'éveil.
Mais qui sont les êtres dans ce cas? Ce sont les êtres animés, ceux qui peuplent les 6 voies, les conceptions bien connues qui décrivent la roue des existences, où les êtres errent de génération en génération, de naissance en renaissance, des enfers au plus bas jusqu'aux dieux au plus haut. Les animaux y sont compris. Bien qu'il est évident à la lecture des vieilles traductions chinoises, où le terme général pour être, ce sont les deux dernières rubriques ici, être qui signifie les vivants, ou bien le second, yo, ching, ou zhou, les pourvus de sentiments, ce qui peut s'appliquer aussi aux animaux, bien sûr, dans les deux cas. Ces 2 termes ne s'étaient pas encore vraiment imposés. Ils seront vraiment imposés qu'à partir de l'an 400, disons. Et les Chinois préféraient restreindre, dans leur traduction même, le champ de ce terme aux êtres humains seulement à proprement parler. Mais la question est mineure. L'essentiel était que la nature de Bouddha était présente chez les êtres animés, dans la pensée bouddhique chinoise, disons, de l'époque qui va nous intéresser. Et donc, cette nature de Bouddha était présente chez les êtres animés et n'attendait qu'à revenir à la lumière une fois dissipée l'ignorance qui la recouvre. La nature de Bouddha est donc fondamentale chez les êtres, alors que nous avons vu que la nature de loi désignait aussi l'essence fondamentale au tréfonds du phénoménal. Dans les 2 composés chinois, le mot nature étant le plus important, c'est le terme unificateur. Que ce soit la nature de Bouddha ou la nature de loi, il ne s'agit plus, dans la dynamique de la langue, que de 2 modalités d'une unique essence. Il s'agit d'une évolution particulière au monde chinois, bien que l'on en trouve les prémices en Inde, mais le dénouement est inéluctable, toujours selon la logique de la langue. Cette nature de Bouddha qui est au fond des êtres est une avec la nature de loi qui est au fond des choses. Je passerai donc maintenant à ce que j'appelle la revue des 2 mondes. Donc un pas audacieux dans l'évolution de cette idée est le court et profond traité écrit au 8e siècle par le grand docteur érudit de l'école Tiantai, je n'insiste pas sur ces choses, qui est prononcé Tannen en japonais, Zhanzhan en chinois, intitulé, alors le terme le plus exact serait la lancette de diamant qui permet d'opérer l'œil, n'est-ce pas, de voir plus clair, et que je traduis le plus souvent par scalpel adamantin, parce que ça fait bien. Comme il arrive souvent lorsque l'on veut présenter une proposition nouvelle qui risque de provoquer des réactions trop fortes, l'auteur de l'époque a rédigé son opuscule sous forme de dialogue en question-réponse, mais un dialogue qui se tient en rêve, entre lui-même et un personnage dont on ignore l'identité exacte, seulement désigné comme l'hôte rustique, Yekre, n'est-ce pas, Yakaku en japonais. Et le point de départ est une citation de l'un des sutras les plus vastes et les plus profonds du canon bouddhique chinois, dont l'original sanskrit ne nous est parvenu que partiellement, le Sutra du Nirvana. Cette citation dit à peu près « Tout comme l'espace, la nature de Bouddha est présente en tout lieu, est omniprésente ». Le narrateur de ce dialogue, le scalpel de diamant, oui, je vous ai donné les titres sino-japonais, n'est-ce pas, ne peut s'empêcher alors, en pensant à ça, de murmurer dans son rêve la proposition qui va faire l'objet du débat et que je donne en 3e ici, l'inanimé possède la nature. Mujo ujo wuqing yoxing. Et c'est alors que la discussion s'engage. Remarquons que la proposition reviendrait à dire dans une langue européenne, si c'est traduit selon les concepts, le monde naturel est-il pourvu de la nature? Plus concrètement, cette idée est résumée dans la proposition célèbre qui se trouve dans ce traité qui est après inlassablement répété. Les herbes et les arbres, c'est-à-dire le végétal, Tsaomu, réalisent l'état de Bouddha, Changfo, Somoku, Jobutsu. Le bouddhisme a l'inclusivité pour tendance naturelle et la proposition n'a somme toute rien de choquant. Mais il est beaucoup plus délicat de la justifier en doctrine. Et la solution qui ressort du dialogue, du moins telle que je le comprends, et c'est un texte qui a été extrêmement débattu, mais je ne suis pas tout seul, heureusement, est la suivante. Comme nous l'avons vu, la loi qui soutient le monde, morale et phénoménale, est l'enchaînement causal, conséquence des actes de chacun. Les actes, en leur qualité morale, provoquent des fruits qui s'élaborent au long des renaissances. Cela est bien connu, n'est-ce pas? Ces fruits sont inéluctables. Chacun doit recevoir les conséquences de ce qu'il aura accompli.
C'est ce que l'on appelle les rétributions, c'est le premier terme ici, bao ho. Or, ces rétributions sont de deux ordres. Nous avons les rétributions directes, c'est le second terme, d'une part, et les rétributions indirectes, c'est le troisième terme, d'autre part. Les premières concernent bien sûr les individus, les êtres animés, qui subissent directement les conséquences de leurs actes passés, tout d'abord en s'engageant dans l'une des 6 voies, puis dans les infinies variétés à l'intérieur de chaque voie. Ainsi, pour les êtres humains, les pays, la position sociale, le sexe, les infirmités possibles, etc. Nous pouvons dire que dans la mesure où ces vicissitudes concernent directement les humains, elles relèvent de la société, de la culture, pour reprendre la vieille dichotomie entre nature et culture. En revanche, les rétributions indirectes expliquent pourquoi nous qui sommes tous ici, partageons le même monde. Si nous vivons ensemble à la même époque, et en ayant fait suffisamment d'actes de bien pour être au Collège de France dans cette matinée, c'est en cultivant et en subissant des relations dont nous ne sommes jamais complètement indépendants, c'est que ce monde apparemment extérieur n'est pour ainsi dire que le décor en carton-pâte élaboré par les conséquences de nos actes. Pour reprendre la formule traditionnelle, les montagnes et les rivières, la terre, les plantes et les cités, ce qui est plus étonnant dans notre conception, puisque ce n'est pas très naturel, mais enfin, constituent le monde réceptacle, c'est le quatrième terme ici, le monde réceptacle, Tishejien, n'est-ce pas, Kiseken, dans lequel les êtres animés peuvent agir. Nous pouvons donc dire que c'est ce monde réceptacle qui correspond le mieux au concept européen de nature tel qu'il prévalait jusqu'à somme toute assez récemment comme dimension indépendante de l'homme. Mais nous voyons bien que ce monde réceptacle est en fait étroitement lié à l'action morale de l'homme, même si nous admettions qu'il en est indépendant dans l'existence présente. En fait, les choses vont beaucoup plus loin. Et c'est ainsi que s'expliquera la proposition « l'inanimé est pourvu de la nature ». Nous avons évoqué plus haut la noétique fondamentale du bouddhisme sino-japonais, où les doctrines idéalistes du rien que penser, c'est ici, n'est-ce pas, l'avant-dernière ligne, représentent le niveau doctrinal supérieur, répété à satiété jusque dans la littérature narrative édifiante. Selon ces doctrines, le monde réceptacle ne saurait être qu'une projection de l'esprit humain, ce qui permet de comprendre d'autant plus facilement la relation entre les deux mondes, la dernière dans cette ligne, comme les deux facettes d'une même réalité, et aussi de comprendre ce que signifie l'éveil de l'inanimé. Les herbes et les arbres s'éveillent en fait en même temps que s'éveille l'esprit qui les conçoit, qui les a conçus, qui les perçoit. Le brin d'herbe en soi ne devient pas Bouddha, mais est inclus dans la bouddhéité, le Foshin, la nature de Bouddha, avec l'esprit dont il est la projection. C'est bien sûr infiniment moins pittoresque, tout en étant parfaitement dans la logique de l'idéalisme bouddhique. Le traité du scalpel de diamant, du scalpel adamantin, proclame effectivement, en se fondant sur un autre sutra qui est celui de l'ornement de splendeur, le Kegonkyo, le Roi Yenzing, l'identité entre les êtres, la pensée et les choses, tous ces niveaux se confondant dans le plan ultime de la loi. Mais dans ce monde phénoménal, qui est celui de notre existence présente, la proposition sur l'éveil de l'inanimé peut être prise dans son sens littéral, avec des conséquences très intéressante. La nature parle-t-elle? Et si oui, que dit-elle? L'image du livre de la nature nous est trop familière, en particulier depuis l'œuvre de Ernst Robert Curtius sur la littérature européenne et le Moyen-Âge latin, pour que j'y insiste. Nous la voyons aussi se déployer dans la pensée bouddhique sino-japonaise à partir du vocabulaire que j'ai esquissé et conditionné, bien sûr, par ce dernier. Puisque l'essence des choses est l'essence du dharma. Il est normal que leur mode d'être soit aussi dharmique, en étant spontanément shizen honi, n'est-ce pas? Elle est selon la loi. En étant spontanément shizen, elle est selon la loi honi, n'est-ce pas? C'est le quadrinome que je vous ai mentionné tout à l'heure. Et puisque nous avons vu qu'elles existent dans l'esprit du pratiquant qui applique la loi et qui la réalise, il n'y a qu'un pas à faire pour affirmer que les plantes, ou l'inanimé en général, prêchent la loi bouddhique. C'est la seconde ligne ici.
n'est-ce pas, l'inanimé prêche le dharma, vous voyez, le nomos, si j'ose dire. Cette idée est devenue une question souvent débattue dans les disputations scolastiques, les rongyi, de l'école Tendai en particulier. De là, grâce au célèbre moine Dogen, qui est connu en Occident aussi, n'est-ce pas, de moine zen Dogen du XIIIe siècle, dont un chapitre de l'œuvre majeure, le trésor de l'œil de la loi correcte, est précisément intitulé « Prédication de l'inanimé », c'est le Mujo Seppo. Cette notion s'est étendue à l'ensemble de la pensée japonaise moderne. Mais je voudrais évoquer ici une scène provenant d'un ouvrage de ce même XIIIe siècle, intitulé « Les extraits d'un florilège », qui relate les pérégrinations mystiques de l'un des plus grands poètes japonais médiévaux, Saigyo, allant à travers montagnes et forêts à la recherche de la délivrance, qui sera pour lui non pas le nirvana, mais la renaissance au paradis d'Amida. C'est à cause de l'histoire du bouddhisme japonais. Disons que l'amidisme, une sorte de fidéisme, où la finalité de l'homme est de renaître dans la terre pure du Bouddha Amida, où tout lui sera donné, est le but final. Donc il se trouve qu'au cours d'un des épisodes de ce que l'on pourrait appeler un roman monastique et picaresque, un moine errant en rencontre un autre, qui lui demande de but en blanc: donnez-moi d'un seul mot un texte de loi. C'est le dernier terme ici, n'est-ce pas? Homon, un texte de loi. Donnez-moi d'un seul mot un texte de loi, donc un passage scripturaire, quelque chose qui vient des sutras, qui éclaircisse la pensée. On s'attend à ce que le moine errant réplique par une citation scripturaire, donc percutante. C'est en effet ce qu'implique le terme homon, puisque ça signifie texte de loi, texte de dharma. Mais ce n'est pas du tout ce qui arrive. Voyant sur une haie voisine, je cite le texte, une hippomée, une fleur de liseron, épanouie sur laquelle de la rosée s'était déposée, rosée que le vent, soufflant par hasard à ce moment, faisait tomber, il dit les yeux embués de larmes. Et vous voyez donc, la fleur est déjà éphémère, mais la rosée qui est sur la fleur est encore plus éphémère. Et donc, il donne ce poème que vous voyez ici. Voyez-vous combien vainement elle a fleuri, la fleur de l'hippomée, pour que l'ait précédée la rosée de ce matin. Et il ajoute cette phrase importante: voilà votre citation scripturaire. Et il disparaît brusquement, sans que l'on sache où il est parti. Ce poème, qui nous apparaît presque comme ronsardien, n'est-ce pas, mignonne, allons voir si la rose, etc. Las, voyez comme un peu d'espace, et là-dessus la place, las, c'est beauté les séchoirs. Ce poème qui nous apparaît presque comme ronsardien, dans lequel rosée et liseron rivalisent d'impermanence, arrive cependant à de toute autre conclusion. Ce que le moine révèle est bien un écrit scripturaire, dont la mesure où il s'agit, et c'est un sens possible du chinois, d'un signe dharmique. Et de par sa nature dharmique même, donc Honi, la fleur prêche la loi de la nature essentielle. La langue des signes de l'inanimé rejoint le message du Bouddha, et c'est tout naturel, puisque nous l'avons vu, ils ont la même source. Cette idée est reprise encore une fois sous forme poétique, mais de façon très précise, dans un poème de Jien qui me semble exemplaire. Alors je n'aurai pas le temps de le commenter beaucoup, mais les eaux muettes d'Iwashimizu, de celui qui parle aujourd'hui, les feuilles des paroles, donc les feuilles des paroles de celui qui parle aujourd'hui, telles qu'elles flottent dans le courant. Le sanctuaire d'Iwashimizu, situé près de Kyoto et dédié au dieu japonais de Hachiman, est un haut lieu poétique et de l'assimilation des dieux japonais et des Bouddhas. Le poème se fonde ici sur un calembour, puisque Iwaji signifie « qui ne parle pas, qui ne parlera pas ». Les eaux ne disent rien, mais transportent à travers le monde phénoménal les feuilles des paroles, un peu comme les feuilles de la Sibylle, du Bouddha lui-même. Il est difficile de résumer de façon plus concise et parlante le sermon de la nature. La dernière partie, donc, qui est « Renaissons ensemble ». Je voudrais pour terminer, j'y arriverai. Je voudrais pour terminer revenir brièvement sur un épisode du Senjusho, particulièrement évocateur d'un texte du XIIIe siècle aussi, particulièrement évocateur de notre thème, du moins selon l'interprétation que j'en fais, qui me paraît évidente mais que peu de commentateurs ont perçue. Il s'agit d'une histoire intitulée « Le saint du guet de Sano ». Dans cet épisode narré à la première personne par le grand poète Saigyo du XIIe siècle, mais ce texte est bien sûr apocryphe, il se trouve dans la lointaine province de Shinano, où il y a eu les Jeux olympiques d'hiver il y a quelques années, mais c'est une autre histoire. Dans un endroit plus désert encore que ceux qu'il a l'habitude de fréquenter
et trouve au bout d'un sentier à peine tracé au milieu des fourrés un ermite assis à une table avec son pinceau et son écritoire. S'ensuit la description étrange d'une sorte, je vous donne simplement, je fais défiler, d'une sorte d'exposition poético-botanique où 6 fleurs ou plantes d'automne qui ornent l'ermitage sont accompagnées d'une vignette inscrite d'un poème. En réalité, cet ermite résidant dans la plaine est le disciple d'un autre qui pratique dans la montagne. Saigyo se rend auprès de celui-ci, qu'il trouve mort, assis en méditation. Il retourne prévenir le premier ermite, qui s'éteint à son tour, non sans que chacun des deux ait composé un poème de la faim, ce qui se fait au Japon, et en Chine aussi d'ailleurs. Les 6 poèmes donnés ici comme du pinceau de l'ermite de la plaine sont en réalité bien connus, trop connus même pour que quiconque se laisse prendre à ce subterfuge. Ils proviennent en réalité d'une série de 20 poèmes sur l'automne inclus dans une centurie poétique d'un empereur japonais, absolument dépourvu de toute arrière-pensée bouddhique. Il y a bien sûr lieu de s'interroger sur la raison de son détournement si effronté qu'il devient innocent. Et pourquoi 6 poèmes sur 20 ? Dans un contexte bouddhique et de passage d'une séquence purement poétique à l'illustration d'un épisode aussi chargé de sens que peut l'être la mort de 2 ermites, la réponse paraît certaine. Et il y a d'autres indices. Les 6 plantes représentent ici les 6 voies, celle qui va des enfers à la voie des dieux. L'inanimé est métaphore, non seulement métaphore, mais substitut de l'animé. Plusieurs indices sur lesquels je ne reviens pas nous incitent à rapprocher tout cet épisode où, à l'évidence, les plantes sont associées au salut, à la bonne renaissance à la terre pure, à un poème très célèbre de Jien, contemporain d'ailleurs plus âgé de l'empereur Tsuchimikado, donc 1155-1225, qui est celui-ci, n'est-ce pas? Si l'on regarde en y mettant le cœur, et il faut bien penser que mettre le cœur, ici signifie la méditation, n'est-ce pas? Appliquer la méditation, et le cœur est a une référence à la pensée idéaliste que je mentionnais tout à l'heure, à la noétique bouddhique. Donc si nous la regardons sous l'effet de la pensée idéaliste bouddhique, la fleur éphémère, si nous la regardons, elle est pour nous, elle est comme nous servante en la demeure de l'éveillé, c'est-à-dire dans le paradis d'Amida. Cette idée de l'éveil des plantes, prônée également dans les poèmes de Genshin, qui est un peu plus ancien, moine et scoliaste, qui intervient plusieurs fois dans le chapitre que je viens de vous mentionner, est désormais bien répandue à l'époque de Kamakura, et l'on peut en voir dans cet épisode une très brillante illustration. Mais il s'agit en même temps d'une évolution importante. Il ne s'agit pas seulement d'éveil, mais de renaissance en la terre pure d'Amida, ce qui n'est pas prévu dans les dogmes de l'éveil des plantes et des pierres, où l'on parle de réalisation de l'état du Bouddha. Nous voyons donc sous nos yeux la nature évoluer en même temps que la foi des pratiquants, dont le but recherché n'est plus l'éveil, mais la renaissance au paradis d'Amida. 2 minutes 30 de conclusion. Que pouvons-nous conclure de ce bref survol ? Ce ne sera certes pas une conclusion, mais 2 remarques, l'une d'ordre philologique, comme de bien entendu, et l'autre concernant davantage ce que l'on pourrait appeler les mentalités. Tout d'abord, le choix fait par les intellectuels asiatiques du XIXe siècle de traduire le terme européen de nature, non par un néologisme complet du type téléphone par exemple, mais en le faisant porter par un terme très ancien et très riche, qui était de prime abord familier à ceux qui le découvraient dans sa nouvelle acception, a permis au peuple d'Extrême-Orient d'entrer, pour ainsi dire, en douceur dans une autre vision du monde, où la nature devenait une entité extra-humaine, un objet d'étude, les sciences naturelles, un terrain d'expérimentation susceptible d'être amélioré par la technique. Le profond contexte religieux où s'étaient élaborés les termes que nous avons vus a ainsi permis de donner une continuité fallacieuse à l'usage moderne, ce qui fait que très souvent encore, les discussions sur l'histoire de l'idée de nature, lorsqu'elles sont menées en dehors des cercles de spécialistes, entretiennent plus ou moins consciemment cette ambiguïté qui permet le plus souvent d'affirmer une relation singulière avec la nature, au Japon en particulier. Et en second lieu, à quoi mènerait concrètement cette attitude ? Dans l'histoire de la littérature et de l'esthétique japonais, il est certain que l'omniprésence de l'imagerie végétale et plus généralement cosmique de la nature, donc non plus comme immense restaurant, mais comme métaphore, ou mieux dimension parallèle de l'esprit humain, n'est pas qu'un simple maniérisme. Le fait que ce soit les moines poètes du Moyen-Âge qui l'ont porté à son plus haut
degré, dit assez que c'est dans le bouddhisme qu'il faut en chercher la cause. Les Japonais ont donc formulé d'une autre façon la question que se posera demain notre collègue Claudine Tiercelin, non pas comment situer l'esprit dans la nature, mais comment situer la nature dans l'esprit. Une telle imbrication des deux mondes a-t-elle vraiment mené à un rapport singulier avec le monde naturel, comme s'en targue un discours souvent répété au Japon ? Il me semble que ce sont les préoccupations modernes concernant la protection de l'environnement qui ont véritablement mené à un changement d'attitude au Japon. Changement qui s'est certes effectué particulièrement rapidement et efficacement à un certain niveau, au Japon même, mais dont la cause première ne fut certainement pas les idées que je viens d'essayer de décrire, encore qu'elles aient pu jouer un rôle subsidiaire de soutien. Et je vous remercie et vous prie de m'excuser. Désolé.